messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce mardi 20 octobre 2015. Les titres qui seront développés dans ce journal donc. L'organisation de la propriété foncière à l'ordre du jour ce matin du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Autre nouvelle du pays, le chef de l'État a posé la première pierre de la nouvelle ambassade de Djibouti à Riyad en Arabie Saoudite. Bonjour. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la 21e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ou projets de loi ont été examinés et approuvés durant cette séance. Il s'agit en effet de l'organisation de la propriété foncière ou projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État et un projet de décret portant affectation d'une parcelle de terrain au port de Djibouti. Pour plus de précisions concernant ces textes de loi, je vous propose à présent d'écouter le ministre des Affaires étrangères qui est également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 21e séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 octobre 2015. La première question était relative à un projet de loi portant modification de la loi numéro 117/1/1991 de la deuxième législature du 10 octobre 1991 portant organisation de la propriété foncière. Cette modification de la loi portant sur la propriété foncière permettra d'alléger et de faciliter les nombreuses procédures en matière de vente immobilière qui, malgré les garanties hypothèques régulières, s'enlisent pendant des années. À l'article 55 de la loi numéro 177, le législateur avait prévu une procédure dérogatoire par rapport à celle de droit commun et destinée à permettre au créancier de réaliser sa garantie. En réalité, cette procédure a très peu fonctionné. Le présent projet de loi a donc pour objectif de modifier l'article 55 de la loi numéro 177 pour offrir une véritable option entre la procédure normale et l'article 53, ainsi que cette dérogation de l'article 55. Le but recherché par le projet actuel est de garantir aux institutions financières et aux banques d'avoir la certitude de recouvrir les sommes prêtées. La nouvelle procédure qui découle de la modification de l'article 55 permet aussi de garantir les droits du débiteur propriétaire du bien hypothèque. La deuxième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. La création de cette agence s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la performance et de l'efficience du fonctionnement de l'administration publique par une meilleure circulation de l'information, une plus grande facilitation des procédures administratives et des relations de proximité entre les services publics et les usagers. Cette structure vise aussi à assurer la sécurité des réseaux informatiques des administrations et des entreprises pour prévenir tout risque qui peuvent causer des dommages considérables et apporter des solutions de protection. Dans ce cadre et pour accomplir ces missions, l'agence dispose de 4 directions. Une direction de la sécurité des systèmes d'information, une direction des études et de la planification, une direction des infrastructures, réseaux et systèmes, et une direction administrative, financière et juridique. La troisième question concerne un projet de décret portant modification du décret numéro 2014-199/présidence par MB du 21 juillet 2014 portant affectation d'une parcelle de terrain au port de Djibouti SA. Cette attribution de cette parcelle d'une superficie de 690 hectares, dont la désignation fait état d'une partie maritime de 298 hectares, dans le golfe de Tadjoura, juste à l'ouest du terminal pétrolier, et d'une partie terrestre de 392 hectares, comprise entre les plages de Doralé et de Petit Ambado, l'horizon Djibouti terminal SAZF, la route de Doralé, par les limites nord.
Cette 21e séance du Conseil des ministres a également porté sur un projet d'arrêté relatif aux diplômés d'État des préparateurs en pharmacie, un projet d'arrêté relatif aux diplômes d'aide-soignants et d'un projet d'arrêté portant une modification plutôt de l'arrêté des tarifs de redevance des certificats sanitaires et tarifs portuaires sur les bétails. En fin de séance, le porte-parole du gouvernement est revenu également sur les différentes missions à l'étranger qu'ont effectué certains membres du gouvernement et la visite officielle de travail de 48 heures du chef de l'État en Arabie Saoudite. Voici la suite du compte rendu. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté concernant le diplôme d'État de préparateur en pharmacie. La formation des préparateurs en pharmacie s'attache à alterner des périodes de formation théorique et des périodes pratiques qui permettent une intégration des savoirs, une analyse des pratiques professionnelles et une adéquation entre les connaissances théoriques et leur application. Cette formation habilite le professionnel issu de ce programme à assurer avec compétence et efficience chacun des rôles professionnels dévolus et en tenant compte des aspects éthiques et réglementaires. Elle a pour objectif de répondre au renforcement de la qualité des professionnels formés à l'ISSS, ainsi que l'amélioration de l'état de santé de notre population. La cinquième question concerne un projet d'arrêté relatif au diplôme d'aide-soignant. Ce projet d'arrêté vise à mettre en place à l'Institut des sciences de la santé la formation d'aide-soignant. L'aide-soignant est un professionnel de la santé formé en matière d'accompagnement, de soins et d'éducation. Il assiste l'infirmier et travaille sous son contrôle dans le cadre des activités coordonnées d'une équipe pluridisciplinaire. Ce projet décrit de façon organisée le savoir-faire et les connaissances qui doivent être acquises au cours de la formation, conduisant au diplôme menant au titre d'aide-soignant. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2009-0757/présidence/MEP RH des tarifs de redevance et des certificats sanitaires et des tarifs portuaires sur le bétail. Ce projet, après examen du Conseil, a été ajourné afin d'avoir un plus grand examen et une étude approfondie sur sa mise en application. En fin de séance, le ministre délégué à la coopération internationale a fait rapport au Conseil de sa participation à la 31e session de la conférence ministérielle de la francophonie en Arménie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a également fait un compte-rendu de sa mission de travail au Soudan du 5 au 8 octobre. Le ministre de la Santé a fait au Conseil un compte-rendu de la visite de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA à Djibouti, du 12 au 14 octobre 2015. Le ministre de l'Intérieur a fait, pour sa part, rapport de sa participation à la 66e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies, tenu à Genève du 5 au 9 octobre 2015. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a, pour sa part, fait rapport au Conseil de la visite officielle du chef de l'État en Arabie Saoudite, qui s'est donc déroulée du dimanche au lundi soir. C'est une visite historique importante qui reflète l'excellence des relations entre les deux pays et surtout qui est arrivée à une étape nouvelle dans sa consolidation. Cette visite est intervenue sur invitation du roi Salman, qui est un roi qui a été intronisé il y a moins d'un an cela, et elle a permis donc une relance de la coopération entre les deux pays. Elle a aussi permis d'explorer les voies et moyens, d'ouvrir d'autres domaines vis-à-vis de cette coopération, notamment en matière d'investissement direct de l'Arabie Saoudite en République de Djibouti. C'est une visite aussi qui s'inscrit dans un contexte régional très difficile, où le rôle de Djibouti a été salué par toute la communauté internationale et régionale. Ce rôle prépondérant dans la recherche de la stabilité et de la paix dans cette région est aujourd'hui reconnu par tous les pays de la région et à leur tête l'Arabie Saoudite. D'où l'intérêt que ce pays accorde à la République de Djibouti et surtout les nouveaux domaines de coopération qui ont été évoqués entre les deux dirigeants. Le chef de l'État a également eu des entretiens avec les différents fonds qui interviennent dans notre pays, notamment le fonds saoudien, le directeur du fonds des investissements. Il a pu s'entretenir également avec le directeur général de la société Salman
ou du Centre Salman pour l'aide en faveur des réfugiés yéménites. Il a également reçu le ministre des Finances, celui de l'économie ainsi que du commerce saoudien. Et enfin, il a pu s'entretenir avec le président Abdurrabbo Mansour Hadi, président légitime du Yémen, actuellement en exil à Riyad. Il est important de souligner à ce stade que les relations bilatérales entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite sont au beau fixe et seront certainement amenées dans les semaines et les mois à venir à se développer de manière exponentielle et surtout à toucher des domaines qui n'étaient pas jusqu'alors explorés. La République de Djibouti continuera donc à jouer son rôle de pays carrefour entre le monde arabe et le continent africain. Et surtout, la République de Djibouti est consciente de ses responsabilités face aux différentes crises qui sévissent dans la région et ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution à la stabilisation et de la Somalie, du Yémen et tout autre foyer de tension qui se déclenche dans notre sous-région. Merci. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres de ce journal, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé en fin de matinée une cérémonie de pose de première pierre de construction de la chancellerie et la résidence de l'ambassadeur de la République de Djibouti à Riyad. Cette initiative reflète la bonne relation qui existe entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite et la volonté des dirigeants des deux pays de consolider les liens fraternels et amis qu'entretiennent ces deux pays. Donc, la cérémonie de pose de cette première pierre s'est déroulée au quartier diplomatique en présence notamment de l'ambassadeur des pays arabes et musulmans accrédités à Riyad, ainsi que les membres de la délégation djiboutienne, à savoir le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur d'Yeldin, Saïd Babakrama. Rappelons également que la superficie de ce futur ambassade de Djibouti à Riyad est de 6300 mètres carrés. De ce nouvel ambassade de Djibouti à Riyad, je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères également, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La visite avait et a toujours plusieurs objectifs. Le premier de ces objectifs concerne la consolidation des relations entre les deux pays, compte tenu du fait que le roi Salman n'a été intronisé que depuis moins d'un an. Et donc, il était important pour les deux chefs d'État de pouvoir se rencontrer et relancer la coopération entre les deux pays. Le deuxième objectif de cette visite était une rencontre de concertation et de consultation en matière de sécurité et de paix dans la région. Vous savez que la crise au Yémen est une source de préoccupation pour tous les pays de la région, la Somalie, et d'autres également situations, foyers de tension qui existent dans notre région. Donc, compte tenu du rôle de l'Arabie Saoudite dans cette crise au Yémen, et compte tenu du rôle de Djibouti en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique, il était important que les deux chefs d'État puissent se rencontrer afin d'échanger sur les tenants et les aboutissants de ces crises qui sévissent dans notre région. Troisième objectif important également était bien entendu de relancer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. La République de Djibouti est engagée dans un certain nombre de projets d'infrastructures importants et il est important également de compléter ces infrastructures par des investissements. Et le chef de l'État a fait un plaidoyer auprès donc de son homologue saoudien pour que les investissements saoudiens puissent venir maintenant et s'installer dans notre pays, les investisseurs surtout, afin de pouvoir justement lier les relations politiques excellentes qui existent entre les deux pays
avec des partenaires. Continuons notre bulletin d'information et toujours dans le cadre de la visite du chef de l'État en Arabie Saoudite, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a rencontré les représentants des étudiants djiboutiens en Arabie Saoudite, conduite par le président de l'Union des étudiants djiboutiens à Riyad. Le chef de la délégation a remercié le chef de l'État pour ses efforts visant d'accélérer le développement économique et social et la promotion de la langue arabe à Djibouti. De son côté, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction pour cette rencontre en exhortant les étudiants djiboutiens de profiter de leur bourse offerte par l'université saoudienne. Au cours de cette rencontre, le président de la République et le président plutôt de l'Union des étudiants a remis au chef de l'État un cadeau en reconnaissance de ses démarches pour le développement, notamment dans le domaine de l'éducation nationale. Créant en juin 2012, l'Union des étudiants djiboutiens à Riyad a pour objectif de régler les questions des étudiants et de renforcer les relations entre eux. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Kassim Sarr Ousmane, a réuni hier l'ensemble des médecins exerçant dans les différentes structures sanitaires de la capitale et dans les centres de santé, ainsi que les hôpitaux de référence. L'objectif de cette réunion était d'informer les médecins sur l'engagement de la République de Djibouti à éliminer la transmission du VIH-Sida des parents à l'enfant. À cet effet, le ministre de la Santé a mis sur pied un comité de suivi chargé de récolter des données, ainsi que la mise en place d'un programme d'information et de sensibilisation dans les salles d'attente des structures, des centres de santé communautaires et à travers les médias audiovisuels. Il a par ailleurs prévu une réunion mensuelle de ce comité pour les suites à donner aux différents constats recensés au cours de ce mois. Aujourd'hui, les tests du VIH-Sida se font dans les structures de santé publiques et privées gratuitement et ils sont également disponibles. Agrandir la relation qui existe entre Djibouti et le Japon, c'est dans cette perspective que l'association des armateurs japonais ont été reçus ce matin au port et zone franche de la capitale pour rencontrer et discuter avec le chairman du lieu. Le président des autorités des ports et des zones franches a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation japonaise, puis il a présenté le programme du port de Djibouti en expliquant que le PAID rend des services d'export-import via des conteneurs. Sachez que cette association d'armateurs japonais est fondée en 1895 pour le bon déroulement du transport maritime japonaise. Elle est financée à travers les cotisations des compagnies membres de cette association. Au total, l'association regroupe 119 compagnies majeures japonaises de transport maritime, dont Nippon Yusen, Mitsu Oshiki Line et Kawasaki Keisha sont les trois plus grandes compagnies les plus importantes de l'association d'armateurs japonaise. Était présent à cette rencontre du côté djiboutien, outre le président Hadi Jama Ibrahim Darab, directeur général par intérim, ainsi que Mohamed Arif Mohamed, chef du département de la zone franche. De l'autre côté de la table était présent l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai. En partie, et puis surtout qui utilise les eaux territoriales et les passages du détroit des Bab el-Mandeb. Donc on a eu des discussions approfondies et intéressantes sur l'utilisation de nos ports et comment ils vont augmenter le nombre de navires qui vont desservir le port de Djibouti et comme transbordement pour le pays de la région. Depuis son accession à la souveraineté nationale, la République de Djibouti s'est lancée dans un combat permanent connu sous le slogan « La lutte contre la soif ». Ce combat, entamé par feu Hassan Goulet Abtidon, a été amplifié et soutenu par le président Ismaël Omar Guelleh pour qu'il faut à la fois assurer un approvisionnement en eau potable des populations vivant autant dans la capitale que celles résidant dans les régions de l'intérieur du pays. Le problème du manque d'eau s'est toujours posé avec acuité aux autorités du pays, sachant surtout que la pluviométrie à Djibouti est très faible, mais que le pays ne dispose pas de cours d'eau permanents comme les fleuves ou les rivières. Également que l'accroissement démographique, l'extension des zones résidentielles ou que l'activité économique, commerciale et industrielle qui se développe incite l'Office des eaux et de l'assainissement de Djibouti-Léonet à exercer une très forte pression sur les forages d'eau existants, ces forages ayant d'ailleurs de la peine à se régénérer.
Ceci est un dossier de la rédaction et vous suivrez la continuité de ce dossier et le dossier beaucoup plus complet dans notre édition de ce soir, Inch'Allah. Autre nouvelle du pays, les Jeux nationaux de la jeunesse se poursuivent toujours. Hier après-midi, donc, les équipes inscrites ont disputé la finale de la seconde phase d'interquartier au complexe sportif de Belbala. Cette finale a opposé les équipes des jeunes filles de 3 communes de la capitale. Les jeunes filles de moins de 18 ans, tout autant que les jeunes garçons, participent aux Jeux nationaux de la jeunesse. Ils ont compétit hier après-midi pour les 6 disciplines suivantes: le volleyball, le basketball, le handball, le football, le tennis de table, la pétanque. Le président de la commune de Belbala, Youssouf Nouh, le directeur de l'Institut et secrétaire général des Jeux, Saïd Ali Hussein, ainsi que les membres du comité national d'organisation ont pris part aux finales féminines. À l'issue donc des Jeux, la commune ou la région vainqueur remportera une récompense de 10 millions de francs. Ce soir au complexe sportif de Belbala pour assister aux phases finales de la deuxième phase des GNJ, qui est la phase interquartier. Et nous avons assisté au coup d'envoi des disciplines football, basketball, handball, volleyball, pétanque. Cette finale concerne les jeunes filles. Rappelons que à l'issue de ces rencontres, nous connaîtrons les équipes qui représentent leurs communes respectives au niveau lors de la troisième phase, qui est la phase finale. Rappelons que le résultat de ce soir, c'est un travail acharné du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui se bat pour la promotion du sport en général et du sport féminin en particulier, et qui s'inscrit en ligne droite de la politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est le premier supporter du sport national et qui a fait de la jeunesse sa priorité. Et toujours dans le cadre des premiers Jeux nationaux de la jeunesse, le secrétariat d'État à la jeunesse au sport a organisé ce matin même une formation en sécurisme au profit des jeunes bénévoles au stade Goulet. Cette formation a été dispensée par le Croissant Rouge de Djibouti, qui a mis à sa disposition une équipe pour prodiguer aux jeunes bénévoles les gestes des premiers secours. À cet effet, l'inspecteur général au secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Aïda Rous Hussein, a rappelé aux jeunes bénéficiaires de cette formation l'objectif principal qui est de les préparer à la phase finale des premiers Jeux, qui regroupera plus de 2100 jeunes filles issues des 3 communes et des 5 régions de l'intérieur du pays. Cette formation va donc permettre à ces jeunes bénévoles de prévenir les incidents et leur permettra d'assister les pouvoirs publics en charge de la couverture médicale lors des Jeux. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique de la jeunesse mise en œuvre par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Bodoul Hassan Badoul, conformément à la feuille de route du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui accorde à la jeunesse une attention particulière et la met au centre des actions gouvernementales. Cette formation se fera sur 2 jours et permettra aux jeunes bénéficiaires d'acquérir des savoirs théoriques et pratiques en sécurisme. De ce fait, les jeunes bénévoles seront aptes à l'issue de cette formation de mettre en pratique les savoirs acquis. D'État à la jeunesse au sport, Bodoul Hassan Badoul, conformément à la feuille de route du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui vise à promouvoir la jeunesse et les sports en particulier. Donc, cette dernière regroupera plus de 2000 jeunes, filles et garçons, issus des 5 régions de l'intérieur et des 3 communes de la ville de Djibouti, qui vont compétir pendant 7 jours sur 8 disciplines sportives. Il est également attendu de faire face à des milliers de supporters, car l'enjeu au détail, la récompense globale est de 10 millions de nos francs. C'est pourquoi le comité d'organisation des Jeux a jugé utile
de prodiguer une telle formation afin de prévenir tout incident, mais également de soutenir les pouvoirs publics en charge de la couverture médicale lors des Jeux. Sur ce, je déclare ouverte la session de formation au profit des 220 jeunes bénévoles. Je vous remercie de votre aimable attention. Et toujours dans le cadre du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, la Fédération de la natation a organisé ce matin un stage de formation des juges arbitres en collaboration avec la Fédération internationale de la natation, la FINA. Une vingtaine de jeunes de la Fédération de la natation ont pris part à ce stage de formation qui s'étalera sur 4 jours et sera dispensé par l'expert international de la FINA au CDC de Quartier 3. Ce stage permettra aux jeunes bénéficiaires d'acquérir des savoirs théoriques et pratiques, mais aussi techniques relatifs à l'arbitrage de la discipline de la natation. Cette formation s'inscrit dans la politique de renforcement des capacités des fédérations nationales pour développer le sport national. Écoutons là-dessus l'intervention du président de la natation, Ali Adabo, et l'expert international. Nous sommes encore une fois réunis pour un stage de formation, cette fois-ci de formation de juges et de juges arbitres de natation. Ça rentre dans la structuration de notre fédération. Ce stage nous permettra d'avoir un corps arbitral formé et nous aurons l'occasion donc avec l'appui de la FINA d'être formé grâce à M. Thierry Bonamont, que la FINA, la Fédération internationale, nous a délégué. Et je vous demande d'en profiter au maximum et je vous souhaite un bon stage. Bien, bonjour à tous. Et puis, écoutez, je tiens déjà à remercier votre président et toutes les autorités pour votre accueil déjà. Et puis, eh bien, je vais m'efforcer de vous transmettre un maximum d'informations pour que vous puissiez occuper les postes de juge dans différentes compétitions et que vous puissiez, vous, à votre niveau, organiser des compétitions et peut-être un jour aussi vous voir au bord des bassins dans des grandes compétitions, peut-être même internationales. Voilà. Dans le cadre de son programme de développement communautaire, l'Agence djiboutienne pour le développement social, l'ADDS, procède à 2 inaugurations en partenariat avec l'association Espace Vert Riptal, qui a organisé la première cérémonie de clôture du projet de construction d'un bassin enterré dans la localité de Taorori. Le projet vise à contribuer à une meilleure disponibilité et un accès de proximité à l'eau pour la population de la localité de Taorori. Ensuite, l'ADDS, en partenariat avec l'association Espace Vert, a organisé à Riptal une autre cérémonie de clôture du projet de construction de 5 réservoirs. Ce projet, financé par l'Agence djiboutienne pour le développement social à travers le Fonds de développement communautaire, consiste à réaliser 5 bassins qui permettront déjà aux éleveurs à court terme de stocker d'eau, d'où éviter le gaspillage d'eau et d'alléger le coût de carburant utilisé par le moteur et à long terme d'augmenter la production de maraîchères et dégager ainsi un bénéfice en vendant l'excédent résident dans ces localités. Cette cérémonie a réuni le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jamal, le président du conseil régional de Tadjoura, Hassan Hussein, le chef de village, M. Djilani, ainsi que le président de l'association, Dabal et Ahmed, et quelques bénéficiaires. La production. Face à ces constats, l'association Espace Vert demeure sans réagir. L'opportunité lui a été offerte par l'ADS, une institution dynamique et prestigieuse du service de développement social dans notre pays, qui a bien voulu nous apporter financièrement cet ouvrage qui sont au nombre de 5, dont 4 renouvellements construits et 1 réhabilité. Nous sommes très très heureux aujourd'hui de voir qu'une association puisse finaliser un projet de telle ampleur. 5 réservoirs, c'est pas facile. Et c'est d'autant plus important que nous sommes dans la semaine de l'alimentation. Donc cela prouve la maturité de l'association qui nous a proposé ces projets, appuyés par le conseil régional, et nous avons financé dans le cadre du Fonds de développement communautaire. Et nous appelons donc les autres bailleurs également à soutenir ces initiatives associatives qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, mais aussi de l'alimentation. Donc merci.
Dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, un atelier de sensibilisation est organisé au Balbala 11. Cet atelier a été présidé par la coordinatrice Mariam Abdi ainsi que ses proches collaborateurs. Les femmes de Balbala 11, jeunes et moins jeunes, sont venues nombreuses pour assister à cet atelier de sensibilisation. Ont pris part à cet atelier Zahra Hussein, assistante technique de l'UNICEF, la représentante du ministère des Affaires musulmanes, Nouria, ainsi que le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouha. Tour à tour, les responsables présents ont rappelé les effets néfastes et indésirables des MGF. Des sketchs ont été présentés à cette occasion démontrant les problèmes des jeunes excisés tout au long de leur vie. Une page nécrologie avant de clôturer ce journal suite au décès de feu Hassan Maïki India qui s'est éteint dimanche à l'hôpital Bouffard. Plusieurs messages de condoléances continuent d'affluer à la RTD. Feu Hassan Maïki India a été reconnu dans le nord du pays par sa sagesse. Il était également le père de notre ancienne collègue Zainaba Hassan Maïki, actuellement en Belgique. Des messages de condoléances émanent de la part du président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Houmed, de l'épouse de l'actuel Premier ministre Saadi Ainash Ibrahim, qui a envoyé ses sincères condoléances depuis Paris, du ministre de la Santé également, Dr Qasem Sarr Ousmane, de l'ancien Premier ministre Adilita Mohamed Delita et de l'adjoint du préfet de Bok, Ali Maki. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est également avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris le décès survenu avant-hier soir de feu Ousmane Selal, père de notre collègue Hibar Ousmane Selal, qui est journaliste et animatrice en langue somali, décès survenu. Pour ce focus de ce début d'après-midi, Ferdous Hussein nous a rejoint. Bonjour Ferdous. Et on va parler de l'eau qui est source de vie, Ferdous. Effectivement. Bonjour à tous. Nous allons parler de l'eau parce que c'est une source de vie et notamment que la République de Djibouti s'est lancée dans un combat permanent de lutte sous le slogan de lutte contre la soif. Ce combat entamé par le père de la nation, notamment l'ancien président Hassan Boulay d'Abtidan, que Dieu l'accueille dans son paradis, amplifié et soutenu par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour qu'il faut assurer un approvisionnement en eau potable des populations rurales, mais non seulement, mais ceux de la capitale et celles résidant dans les régions de l'intérieur. Le problème du manque d'eau s'est toujours posé avec équité aux autorités du pays, sachant que surtout le Djibouti, notamment Choukri, que la pluviométrie à Djibouti se fait très rare et même très faible, que le pays ne dispose pas de cours d'eau permanents comme les rivières ou les rivières et les fleuves, que l'accroissement démographique et l'extension des zones résidentielles, que l'activité économique, commerciale, industrielle est en train de se développer. L'Office de l'assainissement de l'eau de Djibouti, l'ONEAD, a exercé une très forte pression sur les forages d'eau déjà existants. Ces forages ayant d'ailleurs à peine à se régénérer. Afin de pallier à toutes ces difficultés et trouver des réponses face à ce nouveau problème à qui se pose la République de Djibouti, a mis en place. Elle a consisté d'abord à regrouper au sein d'un même département ministériel tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement, l'agriculture, le développement rural, mais aussi la pêche et l'élevage. Il fallait ensuite multiplier les forages de puits d'eau et surtout l'étendue du territoire, développer des projets de retenue d'eau de surface, notamment qui sont au profit et qui sont des eaux qui sont précieuses, notamment pour éviter les pertes qui se déversent dans l'eau et celles qui s'évaporent dans l'atmosphère. Puis artificielles ont été créées et des barrages notamment. On s'est attaché parallèlement à la réhabilitation des réseaux de destruction d'eau, au renforcement des capacités de production de l'ONEAD, du refoulement d'eau de la station de pompage d'Ambouli. L'ONEAD produit environ 43 000 mètres cubes d'eau par jour. Il fallait construire également un nouveau château d'eau et lancer un projet de dessalement d'eau de mer afin de répondre aux besoins et de satisfaire notamment les clients et la population djiboutienne qui ne cesse de croître. Remettre en fonction l'usine de retraitement d'eau usée, des petites unités de retraitement de production d'eau de bonne qualité ont également augmenté.
Enfin, un grand projet d'acheminement d'eau de qualité, c'est notre deuxième point, et notamment la deuxième phase de concrétisation. Cette eau sera acheminée notamment vers la région d'Éthiopie, d'Adagala et de Chinélé, quelques 358 km avant de recourir à la désalinisation de l'eau de mer, ayant reconsidéré que l'eau trouvée dans la plaine de Honé est une eau trop polluée. Bien sûr. Et qu'il fallait la nettoyer. Les autorités djiboutiennes ont demandé la sollicitation de notre pays de voisins éthiopiens, notamment pour nous fournir et donc ils ont signé un accord, et dans cet accord Choukri qui prévoit qu'ils vont à 100 000 mètres cubes d'eau pure par jour. Cette eau providentielle sera tirée de la région limitrophe connue pour être un château d'eau de pluie qui sont infiltrés dans le sol et qui proviennent notamment de Harar. Les adductions d'eau ou conduites seront enfouies sous terre. Environ 358 km de stations de pompage seront construites pour le refoulement d'eau de réservoirs d'une capacité de stockage allant de 2000 à 20 000 mètres cubes élevés. Ces réservoirs seront placés tout au long de ces conduites d'adduction d'eau. L'eau arrivera à Dalissabié, puis les conduites seront déviées pour alimenter Dikil, Arta, Wea, Dasbio et notamment la capitale. Bien sûr. Les autorités djiboutiennes et éthiopiennes se félicitent notamment de cet accord, d'un tel accord qui resserre un peu plus les liens d'amitié et de coopération qui nous lient à l'Éthiopie. Bien sûr, merci Ferdous, et sachez que vous suivrez un dossier beaucoup plus complet de nos prochaines éditions. Et en Allemagne, Pegida célèbre son premier anniversaire, Ferdous. Effectivement, en Allemagne, Pegida, le mouvement anti-islam, célèbre sa première année de naissance. Le mouvement Pegida n'a rien perdu de sa force, de sa mobilisation. C'est le message que voulaient faire passer les organisateurs. De fait, ils ont été 20 000 hier à se rassembler dans le centre de Dresde, en ex-Allemagne de l'Est, pour dire non à l'afflux des réfugiés. Sur l'extrait du leader du mouvement a qualifié la chancelière allemande de dictateur. Après ce passage à vide, l'organisation surfe sur le rejet de susciter une grande partie de la population d'ouverture du gouvernement à l'égard du migrant notamment. Mais les opposants à Pegida, eux aussi, sont mobilisés. Ils étaient près de 15 000 à manifester à Dresde. Les contre-manifestants ont convergé vers le rassemblement des Pegida au milieu d'un important déploiement de forces de l'ordre. Les affrontements entre les deux camps se sont limités à quelques coups de feu d'artifice avant que la police ne disperse la foule. Et la tension monte en Slovénie, Ferdous, après l'ouverture de la frontière serbo-croate. Et oui, toujours concernant la situation des migrants et tout ça, c'est toujours à cause de l'afflux de migrants. Le côté croate, plusieurs milliers de personnes doivent patienter dans un camp de fortune dans des conditions dramatiques selon les ONG. Les demandeurs d'asile, une vraie foule de soldats ont mis du poivre dans les yeux de ces migrants qui tentaient notamment de franchir la frontière. Des réfugiés qui attendent de poursuivre leur route de direction de la Slovénie, de l'Autriche. La fermeture de frontières entre la Hongrie et la Serbie a dévié la route des migrants vendredi. 3000 réfugiés massés côté serbe ont franchi la frontière après 2 jours d'attente passés dans le froid et l'humidité. Jusqu'à là, les autorités croates autorisant 50 personnes à passer chaque heure. Mais hier, ils ont décidé d'ouvrir la voie à tous les migrants qui passent juste pour se débarrasser d'eux. Merci Ferdous, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité tous les jours, de suivre nos éditions. Sachez que ce soir, vous suivrez dans notre édition de 22h, vous serez avec Assou Bakar et Ali Abdillahi. Quant à moi, je vous retrouverai demain dans l'édition de 11h. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui réalise tous les jours ce bulletin d'information. À demain, Inch'Allah, bye bye.